L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 27 avril 1960. Vous n'allez pas entendre aujourd'hui la suite de mon discours. Vous n'allez pas l'entendre pour des raisons qui me sont personnelles. Je veux dire que cette interruption, ayant été occupée par moi à la rédaction d'un travail qui paraîtra dans le prochain numéro de notre revue sur la structure, c'est ce qui m'a reporté à une étape antérieure de mes développements et du même coup, cela a cassé mon élan. C'est évidemment sur un certain élan que se poursuit ce que cette année je déroule devant vous concernant cette dimension plus profonde du mouvement de la pensée et du travail et de la technique analytique que j'appelle éthique. J'ai revu ce que je vous ai donné la dernière fois. Croyez-moi, à la relecture, cela ne se présente pas mal. C'est dans le dessein de retrouver ce niveau que j'en reporterai la suite à la prochaine fois. Nous en sommes pour l'instant à cette barrière au-delà de laquelle est la chose analytique, cette chose qui fait le centre de ce que je développe devant vous cette année, à cette barrière où se produisent les freinages, cette organisation de l'inaccessibilité de l'objet pour laquelle j'essaie de vous rappeler où se situe, en somme, le champ de bataille de notre expérience. L'inaccessibilité de l'objet en tant qu'objet de la jouissance, et combien ce point crucial de notre expérience est en même temps ce que l'analyse amène de nouveau, aussi accessible que ce soit pourtant dans le champ de l'éthique. Au-delà de cette barrière se trouve, pour en compenser en somme l'inaccessibilité, projeter toute sublimation individuelle, mais aussi bien les sublimations des systèmes de la connaissance, et pourquoi pas de la connaissance analytique elle-même. C'est probablement là que je serai amené à articuler pour vous la prochaine fois en quoi le dernier mot de la pensée de Freud, et spécialement sur la pulsion de mort, se présente dans le champ de la pensée analytique comme une sublimation dont les caractères, je crois, sont faits pour nous retenir. C'est dans cette perspective qu'il ne m'a pas semblé inutile, à la façon d'une parenthèse, je crois pour vous nécessaire, pour vous donner l'arrière-plan sur lequel pourra se formuler cette notion concernant le sens de la dernière théorie de Freud sur la pulsion de mort. Comme une parenthèse, donc, de vous faire résumer, selon l'esprit normal d'un séminaire, par Pierre Kaufmann, ce que les tenants, les représentants d'une génération qui était une bonne génération analytique, nommément Bernfeld, et un collaborateur, Weintenberg, ont cogité concernant le sens en général de la pulsion, pour essayer de lui donner son plein développement dans le contexte, disons, de l'épistémologie d'alors, dans le contexte scientifique où il leur semblait qu'il devait prendre place. À ce titre, c'est un moment de l'histoire de la pensée analytique qui va vous être présenté aujourd'hui. Vous savez quelle importance j'attache à ces moments de l'histoire de la pensée analytique, pour autant que dans ces apories même, je prétends vous apprendre souvent à retrouver une arête authentique du terrain sur lequel nous nous déplaçons. Vous verrez quelles difficultés rencontre la théorisation que Bernfeld donne de la notion de pulsion, et plus spécialement de la pulsion de mort, dans les rapports généraux où il essaie de l'insérer par rapport à une énergétique, sans doute qui date déjà, car l'énergétique depuis a fait une évolution, mais une énergétique qui est bien celle du contexte dans lequel Freud lui-même parlait. À cet égard, M. Kaufmann a fait toutes sortes de remarques pertinentes sur le fond commun de notions scientifiques auxquelles Freud a emprunté certains de ces termes,
que nous situons mal simplement à les reprendre tout nus, à nous contenter de la suite des énonciations de Freud pour les situer. Il y a une cohérence interne, certes, et évidente, qui leur donne leur portée, mais de savoir à quel discours de l'époque ils étaient empruntés n'est jamais inutile. À cet égard, M. Kaufmann vous donnera des rappels de sa propre recherche, qui me paraissent particulièrement qualifiés. Je lui laisse donc la parole. Exposé de Pierre Kaufmann. Les articles en question ont paru dans Imago, 15e et 16e livraison, en 1929 et 1930. En 1929, 3 et 4, il s'agit de l'article de Bernfeld et de Feiteberg intitulé « Le principe de Le Châtelier et les pulsions tendant à la conservation de soi-même ». En 1930, des mêmes auteurs, sur l'énergie psychique, la libido et sa mensuralité. Et deux articles dont je négligerai le premier, de 1932, des mêmes auteurs, intitulé « La différence de température entre le cerveau et le corps ». Je le négligerai parce qu'il n'a peut-être pas la rigueur des autres articles, et de même le second, le principe de l'entropie et la pulsion de mort, qui a été traduit en anglais dans l'International Journal. Ces articles forment un tout, et l'on peut dire qu'ils figurent une réflexion sur les relations entre deux aspects du concept de tribe, de pulsion, l'aspect énergétique d'une part, et d'autre part l'aspect historique. D'ailleurs, Bernfeld et son coéquipier s'occupent uniquement de l'aspect énergétique du concept de tribe, et c'est précisément en ceci que consiste le principal intérêt de leur effort, que l'on peut envisager comme une expérience de pensée, c'est-à-dire comme une tentative pour voir jusqu'où l'on peut aller lorsqu'on dissocie, dans la notion de tribe, aspect énergétique et aspect historique. En vue d'accomplir cette dissociation, Bernfeld élabore un modèle énergétique de la personne qui vise à définir certaines conditions d'application du principe de Le Châtelier et, peut-on dire, dans un langage moderne, du principe d'homéostasie ou de certaines interprétations de ce principe. Ce système étant défini, Bernfeld réalise certaines élaborations conceptuelles concernant la notion de pulsion et spécialement concernant la pulsion de mort. Plus précisément, au moyen de ce système, Bernfeld tend à montrer que l'expression et la notion même de pulsion de mort ne sont pas justifiées. Il dissocie la notion de pulsion de mort de la notion de pulsion de destruction et il propose d'exprimer l'ensemble des concepts que vise la notion de pulsion de mort uniquement au moyen du principe de nirvana. Donc, la notion freudienne de pulsion de mort devrait être rejetée, ou plutôt, elle devrait être rendue à l'énergétique, alors que les notions de pulsion de destruction et de pulsion sexuelle seraient au contraire caractérisées par la dimension historique qui appartient en propre à la notion de pulsion. Donc, le propos de Bernfeld consistant à faire une dissociation entre les aspects énergétiques et les aspects historiques de la notion de pulsion, aboutit à récuser la notion de pulsion de mort et à lui préférer une signification purement énergétique. Cela ne signifiera pas, bien sûr, dans la pensée de Bernfeld, qu'on devra négliger les aspects historiques de la notion de pulsion, mais encore une fois, il recherche jusqu'où on peut aller dans la voie énergétique. Et à son sens, on peut aller jusqu'à absorber dans cette énergétique la notion de pulsion de mort. Le problème, ainsi posé par Bernfeld,
met en somme à nu deux des directions dans lesquelles s'est élaborée la notion de tribe, puisque cette notion de tribe ou de pulsion comporte des éléments qui ont sens dans une perspective énergétique, d'autres dans une perspective historique. Si nous prenons le premier point de vue, nous pouvons nous référer à Trieb und Triebschicksale. Nous voyons que la notion de tribe est définie en un langage qui est celui-là même de la thermodynamique. C'est le passage où Freud envisage successivement la poussée, le but, l'objet et la source de la pulsion. Eh bien, les concepts auxquels il recourt sont des concepts bien évidemment traditionnels en thermodynamique, lorsqu'il nous dit que, sous l'expression de poussée d'une pulsion, on entend ce moment motorisch, dit-il, intéressant la motricité, la somme de force, ou la mesure de l'exigence de travail qu'il représente. D'ailleurs, on est d'autant plus habilité à interpréter en un sens thermodynamique ce passage de Freud que lorsqu'on se réfère au traité de thermodynamique ou d'histoire de l'énergétique, avec lesquels Freud a eu manifestement contact, c'est précisément la notion du trieb qui est employée en un sens proprement thermodynamique et dans les termes mêmes auxquels Freud recourt ici. Cet emploi du terme de trieb est traditionnel depuis Helmholtz. Il est chez tous les physiciens allemands de l'époque. Trieb, c'est en particulier le terme qui sert à traduire l'expression anglaise de motivity, ce qui correspond à ce motorisches Moment, ce moment moteur au sens propre. Ce terme de trieb est celui par lequel on traduit le terme de motivity qu'on trouve en thermodynamique chez Thomson. Il s'agit donc là de quelque chose de traditionnel au moment où Freud écrit. À ce propos, je voudrais faire une petite suggestion. Je ne veux pas dire que c'est une interprétation que je propose, car c'est plutôt un rêve d'interprétation. Il s'agit de cette énigmatique lettre qui figure dans l'esquisse, la première Entwurf de Freud, dans les expressions N et QN. On note que certains se sont attachés à présenter différentes interprétations de cette lecture N. Seulement, lorsqu'on s'amuse à parcourir les traités de thermodynamique avec lesquels Freud a eu contact, on voit que N désigne, à titre de notation très constante, le rapport économique. N égale R sur QN égale R sur Q, R étant le travail qui peut être fourni par un système. Nous avons donc dans QN, Q étant pris comme une certaine capacité énergétique et N comme ce rapport économique, l'expression d'une certaine possibilité de travail. Et l'on peut évidemment concevoir que Freud, travaillant en contact avec certaines notations, ait tout simplement retenu l'expression QN, qui d'ailleurs répond parfaitement à sa pensée. Lacan, les éditeurs se contentent d'une interprétation assez pauvre. Pierre Kaufmann, je tiens la mienne pour plus riche, mais elle est gratuite. Il y a une autre dimension, à savoir, donc, dans la constitution de ce concept de tribe, une dimension historique. D'ailleurs, on peut remarquer que la thermodynamique assure une sorte de transition entre ce point de vue physique et le point de vue historique, avec la notion des transformations d'énergie. Bien entendu, la notion de transformation d'énergie n'est pas en elle-même une notion historique, mais cet aspect de l'énergie nous permet de voir à quel problème va précisément correspondre l'interprétation historique de la notion.